Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. La diversité est-elle vraiment une source de richesse dans l'entreprise ? Bien-être des salariés, affichage des valeurs de l'entreprise, égalité des chances marque employeur. Aujourd'hui, les bonnes raisons de miser sur la diversité sont nombreuses et en plus, c'est la loi. On en parle aujourd'hui avec un militant de la diversité au travail, le fondateur des Diversity Days. Bonjour Anthony Babkin. Bonjour Cédric. On va rentrer dans le détail évidemment, mais d'abord, c'est quoi les Diversity Days ? Alors les Diversity Days, c'est une association d'égalité des chances dans le numérique et par extension, je dirais que très tôt, AXA a cru en Diversity Days pour ne pas dire qu'il est partenaire fondateur. L'objectif est simple et à la fois ambitieux, c'est de mettre en avant des entrepreneurs qui œuvrent dans le numérique, qui ont souvent de l'impact, mais à qui va manquer parfois du réseau, tout simplement les bonnes pratiques, parfois de la confiance en soi, pour réussir sa boîte. Donc on va leur apporter ce coup d'accélérateur qui leur manque parfois des choses qu'on va déverrouiller ici et là, et AXA joue un rôle très important à nos côtés. Comment est-ce qu'on définit la diversité aujourd'hui ? Alors il y a 1001 définitions de la diversité. Ça me dérange d'ailleurs d'en donner qu'une parce que en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fonction du parcours de chacun, la définition de diversité en tant que telle changeait. Moi, si je devais en avoir qu'une, je dirais que c'est l'arme fatale pour la performance des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, la diversité de regard, la diversité de parcours, la diversité d'horizon, en fonction que vous ayez quelqu'un qui vienne d'une région rurale, d'un quartier, d'une grande ville, va apporter quelque chose de plus, un supplément d'âme à l'entreprise. Et donc, je crois que c'est un facteur de performance. Et en plus de ça, c'est prouvé statistiquement. Donc, c'est intéressant. Sur le papier, la diversité, c'est un peu l'inverse, le contraire de la discrimination. Du coup, quand on réfléchit aux critères de cette diversité, on pense finalement à ce que sont tous les prétextes habituels à la discrimination, c'est-à-dire l'origine, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle. Mais en fait, quand on examine un peu ça de plus près, on voit que ces critères, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont parfois plus insidieux aussi. La loi en liste 25. Ça va jusqu'à la domiciliation bancaire. Tout est prétexte à discriminer. L'âge, le genre, des signes ostensibles, etc. Enfin, on va pas revenir dessus, parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit dans l'actualité sur le voile et plein de choses qui ont animé l'actualité de manière pas forcément positive. Je dis pas forcément positive parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais que regarde l'entreprise avant tout, c'est la compétence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a mille et une manières de pouvoir effectivement mettre quelqu'un sur le banc de touche. Alors oui, il y a la loi et on se rend bien compte qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont été imaginées, que ce soit le CV anonyme, que ce soit dès demain avoir des engagements un peu plus importants sur le handicap, avec récemment le manifeste sur l'inclusion. Donc il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens pour permettre aux entreprises de saisir de l'opportunité que peut être la diversité. Maintenant, aujourd'hui, il y a une étude qui a été un peu passée sous silence de chercheurs qui avaient été missionnés par le gouvernement, qui montre qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on a un nom à consonance étrangère, eh bien, on a 20% de moins de chances d'avoir une réponse à une offre d'emploi et 30% de chances en moins d'être contacté après une candidature spontanée. Donc, il reste encore des discriminations de fond. Moi, je reste convaincu que le meilleur moyen, sans doute aujourd'hui, de lutter contre ça, c'est de montrer des rôles modèles, des gens qui ouvrent la voie à d'autres et qui montrent que peu importe d'où on vient aujourd'hui, on peut réussir en France ou alors on a sa place dans l'organisation. Ça veut dire derrière aussi que l'entreprise a encore plein de défis, et je ne parle pas que pour AXA, parce que AXA est plutôt, à mon sens, dans la partie bon élève, sur la place des femmes, sur la place du handicap. Enfin, il y a plein de points positifs, mais il reste encore beaucoup de marge à ouvrir. Je vois par rapport à des gens que l'on accompagne et qui aujourd'hui, et en particulier qui ont un handicap, qui galèrent quand elles arrivent dans des entreprises. C'est le vrai parcours du combattant, rien n'est adapté. Donc voilà, il reste beaucoup de défis et surtout, je pense que ce sera la preuve par l'exemple de certaines personnes qui sont ces fameux combattants, parce que parfois, pour ça, une place dans certaines sociétés, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais une fois qu'elles y arrivent et qu'on leur donne l'opportunité de réussir, elles prouvent souvent que l'entreprise a bien fait de croire ou d'investir en elle. Pour faire avancer les choses, quel est le rôle d'une association comme la vôtre ? Alors, notre rôle, il est double ou triple. Le premier, c'est que dans les entrepreneurs que nous, on va accompagner, on se rend compte d'une chose, c'est que souvent, le syndrome de l'autocensure, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, est souvent très présent.
Malheureusement, c'est ces gens à qui, dans leur parcours, on a dit, mais en fait, tu n'as pas ta place ici, ou tu n'as pas les codes, ou voilà, tu n'es pas le bienvenu. Alors c'est sûr que face à un monde de la tech, parce que nous c'est particulièrement auprès d'innovateurs qu'on va agir, on se rend compte qu'aujourd'hui le monde de la tech, et je crois que vous revenez du CES, donc on pourra en parler pendant des heures, mais c'est quand même encore un monde un peu figé, où c'est l'homme blanc d'une quarantaine d'années, grande école, etc., qui va réussir. Donc il faut ouvrir un peu les portes. Avec peut-être moins d'accent mis sur l'importance cruciale du diplôme. Peut-être. Déjà, les choses ont un peu avancé de ce côté-là. Peut-être, c'est vrai. Il y a un côté un peu confrérie sur quelques écoles en France qui font que si vous venez de ces écoles-là, on va vous prêter des fonds, etc. Donc il faut casser cette logique un peu sectaire. Pourquoi? Pas par empathie ni par solidarité, mais juste parce qu'on sait que les innovations peuvent venir d'un peu partout en France et qu'il n'y a pas de monopole aujourd'hui de la bonne idée. Donc si on fait l'économie de cette diversité, malheureusement, au bout d'un moment, on va se retrouver un peu en situation d'échec. Deuxième chose qu'on fait, au-delà de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est aussi les aider à ouvrir un réseau. Il y a une vraie logique de dire, tiens, aujourd'hui, il existe tout un tas d'aides, d'opportunités, que ce soit de la BPI en passant par un business angel, en passant par des solutions qui sont apportées par AXA pour faciliter la création d'entreprises, la levée de fonds, etc. On va leur ouvrir ce réseau. Et la troisième, c'est vraiment la dimension visibilité. On a certaines personnes qui ont des solutions juste incroyables. Je pourrais vous parler d'un garçon qu'on a accompagné qui s'appelle Boubacar Sagna, qui a juste envie de créer la carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest, rien que ça. Et en fait, derrière, sa solution était méconnue. Lui n'avait jamais eu l'opportunité d'en parler sur des chaînes à grande audience, sachant que ce qui est intéressant dans son produit, c'est qu'il touche aussi tous les habitants, toutes les personnes de la diaspora africaine vivant en Europe. Donc d'un coup, médiatiser, mettre un coup de projecteur sur une solution comme ça, c'est à la fois une opportunité pour lui, mais aussi une opportunité business pour ceux qui vont le rencontrer ou connaître sa solution. Donc voilà, à la fois la confiance, la visibilité, le réseau, c'est ce qui manque à n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer. C'est important parce qu'on ne peut pas devenir ce qu'on n'a jamais vu, en fait. Et donc, la force de l'exemple est vraiment importante. Pour revenir au début, j'ai envie de dire, vous dénichez, vous accompagnez ces talents. En pratique, ça veut dire quoi? Ils viennent vous chercher ou c'est vous qui allez les trouver? Alors, ils sont de plus en plus à venir frapper à la porte de Diversity Days, d'où le fait qu'il y a un véritable besoin. Maintenant, nous, on a mis un peu une moulinette en place. C'est pas un bon mot, mais en tout cas, un processus de sélection. Le processus consiste à avoir, dans chaque région dans laquelle on va aller, un comité de bienveillance qui se compose à la fois de parties prenantes très différentes. Ça peut aller de la personne en charge d'un cursus associatif, à la tête d'une école, à la tête d'une cellule numérique d'une région, d'un département. Tous ces gens-là, on va leur demander de nous faire remonter des candidatures. On en a eu à peu près une centaine par région, ce qui était plutôt chouette parce que ça nous a permis d'avoir un espèce de gros vivier de potentiel. Et là-dedans, on a demandé à ce même comité de se réunir et de choisir la dizaine de talents qui leur semblaient être les plus à même à la fois d'avoir un projet qui allait changer un peu les codes dans l'environnement, et le second, c'est qu'il avait le potentiel, de par la personnalité de la personne qui le portait, de véritablement émerger. Donc on est allé chercher ces critères, en même temps on s'est dit sur ces mêmes personnalités, il leur manque des choses. Tiens, lui, son projet est génial, mais on n'en a jamais entendu parler. Tiens, elle a un super projet, elle veut aider les personnes âgées dans sa région et les former au numérique, mais son projet, on ne l'a jamais vu ou jamais véritablement entendu être relayé. Donc, c'est ces personnalités qu'on va chercher et on va le faire avec les personnes impliquées en proximité. Donc, on est plutôt à faire émerger des talents à travers des tiers qui vont nous aider à les faire remonter, à les identifier. Bon, heureusement, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres acteurs du changement autour de vous? On est nombreux. En fait, aujourd'hui, malheureusement, je nous trouve un peu seul dans le numérique, pour être sincère. Dès lors où on sort du champ de la formation, je pense à la grande école du numérique, avec des écoles comme 42, Simplon, qui sont quand même très connues. Dès lors où on sort de ça, aujourd'hui, il existe le programme French Tech Tremplin, qui a été lancé à l'époque par le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi, puis repris par Cédric O. C'est le plus gros programme de la French Tech. C'est 15 millions d'euros qui sont investis. Donc, c'est cette espèce d'empowerment d'entrepreneurs. Nous, on était déjà inscrits dans cette logique-là il y a un an, mais on reste quand même assez peu. C'est-à-dire quand on dit aujourd'hui en France, on veut qu'il y ait 25 licornes d'ici 2025 qui émergent en France, d'où viennent ces licornes? Est-ce qu'elles viendront que d'HEC, sans les nommer, ou des ponts et chaussées, ou est-ce qu'elles viendront aussi des régions rurales, des quartiers? C'est un peu l'enjeu. Donc il y a évidemment un tapis, si j'ose dire, d'association d'égalité des chances. Je
pense à Mosaïque RH, l'Institut Télémac, Article 1, Les Déterminés. Je pourrais en citer plein d'autres parce qu'ils sont nombreux et ils font un travail exceptionnel et nous, on a une chance inouïe de travailler avec eux parce qu'on est très complémentaires. Mais aujourd'hui, sur le champ tech et numérique et entrepreneurial, on est encore assez peu. Et évidemment, il y a des organisations plus traditionnelles, mais sur la tech, on est assez peu nombreux. Dans les entreprises traditionnelles, est-ce que la technologie, est-ce que le numérique peuvent jouer un rôle d'accélérateur ? Pour moi, c'est évident. D'ailleurs, la signature de Diversity Days, c'est faire du numérique un accélérateur de diversité. Aujourd'hui, comme je vous l'évoquais, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes né dans une région rurale. Il s'avère qu'à côté de chez vous, il y avait 3-4 commerces, une boulangerie, un pressing, je sais rien, une boucherie. On le voit bien, il suffit de se balader dans pas mal de campagnes en France, pas mal de villages, pour voir que certains commerces traditionnels ont déserté. Donc je crois que dans un autre podcast, vous parlez de télémédecine, etc. Il y a tout un tas de questions qui vont se poser sur le rapport aux autres, sa santé, sa consommation, et des choses qui ont disparu de par le fait que voilà, les grandes villes ont aspiré tout un tas de talents. Alors est-ce qu'il faut s'en plaindre ou est-ce qu'il faut faire avec ce qui se passe en ce moment? Il y a un retour, les rurbains, là, ceux qui à un moment reviennent, vivre. Bon, en revanche, je pense que l'innovation peut venir de tous ces gens-là qui, à un moment, ont vécu comme une forme de séquelle le fait que le commerce traditionnel soit parti, que le moment où un proche a eu un problème de santé, il n'y avait personne à proximité. Et donc, en fait, c'est de donner l'opportunité à plein de gens qui ont cette expertise numérique de réinventer ce qui est demain la consommation, ce qui est demain la médecine, ce qui est demain les soins, ce que sont demain... Voilà. Donc, c'est tous ces services-là. Et je me dis, plus on a vécu ce genre de situation, et plus à un moment on a été exposé à ce type de... je vous donne l'exemple très concret. Un garçon qui s'appelle Abdelali, qui a créé Banlieue Santé, et une application qui s'appelle Aliatech, et en fait qui traduit en temps réel dans 80 dialectes le langage entre le patient et le médecin. Et lui, il a vécu en fait très jeune ce problème-là, puisque ses parents parlaient mal le français. Il s'est retrouvé en soins intensifs à cause de ces brûlures, et il n'avait personne pour traduire véritablement. Et donc, c'est de par cette expérience personnelle d'un coup, il s'est dit, tiens, je veux monter cette intelligence artificielle. Et si lui n'avait pas eu les portes de la tech très ouvertes, avec l'opportunité de rencontrer, là, aujourd'hui il est à Station F, il est rentré dans Diversity Days, il a un réseau qui lui a été ouvert. S'il n'a pas eu tout ça, c'est dommage, on perd un potentiel talent, quelqu'un qui a une vision un peu sur ce que peut être aussi la médecine de demain, plus accessible encore. Eh bien, il faut ouvrir les portes. Ouais, ce serait une perte de chance pour lui, mais pour la société en général. Pour la société de manière générale, bien sûr. Pour les entreprises qui sont face à ces problématiques-là, alors évidemment au-delà du respect de la loi, parce que d'abord c'est la loi, quels bénéfices on peut leur faire miroiter? C'est-à-dire les impacts positifs d'une politique de diversité déterminée, j'ai envie de dire. Alors je n'utiliserai même pas le mot miroiter, parce que je pense que c'est très concret, hein. Il y a de nombreuses études, dont une de l'Université de Thaïlande, j'ai plus la référence, mais qui montre que dans les comités exécutifs dits diversifiés, déjà le taux de performance est décuplé. Donc c'est ça qu'il faut regarder de près. C'est avant même de l'adresser sous l'angle de l'empathie. Moi, je suis très touché. J'ai grandi dans un quartier. Je vois le nombre d'injustices sociales qui peuvent régner autour d'un quartier. Et le fait de faire rien que ses preuves dans une grande ville comme Paris, passer les remparts psychologiques d'une ville comme Paris, enfin voilà. Donc il peut exister mille et une manières en fait de rester sur le banc de touche. Mais aujourd'hui, s'il y a bien un appel que j'ai envie de faire passer aux entreprises ou aux organisations, c'est ce qu'elles ont à gagner en termes de performance, puisque toutes les études prouvent que plus de diversité égale plus de performance. Après, au-delà de ça, moi je crois que je rebondis sur un exemple personnel à nouveau, mais dans le cadre des Diversity Days, on a accompagné une jeune fille qui s'appelle Elodie, qui habite en région Occitanie à Toulouse, et qui a un handicap moteur, hein. Elle a un siège qui pèse 200 kilos, voilà. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative. Et en fait, ce qui se passe pour elle, c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour elle, déjà pour trouver un emploi. Voilà, elle a réussi à en trouver un. Et quand on l'a accompagnée pendant toute cette semaine, j'ai vu à quel point tout son environnement était inadapté. Et elle le dit elle-même, c'est une chance, le handicap pour l'entreprise. En termes de regard, en termes de compréhension. Cette fille-là est diplômée d'un master au Gobelin en UX design, donc elle a la compétence qu'il faut au bon moment, et on se rend compte à quel point, malheureusement pour elle, déjà rien qu'accéder
à l'entretien de recrutement, c'est un défi. Il lui fallait un véhicule adapté, il faut monter à tel étage et s'assurer que tout fonctionne. Donc en fait, je crois que là où c'est une chance déjà pour l'entreprise, c'est de se rendre compte à quel point elle se donne, et là je parle pour les plus petites organisations peut-être, mais je ne citerai pas, mais le grand groupe dans lequel elle était, c'était aussi un enfer. En fait, on se rend compte que l'entreprise a besoin aussi de ce regard-là parfois pour s'adapter. Combien AXA, par exemple, a de personnes handicapées dans ses clients? Ce serait une bonne question. Et combien de faits ça ferait du bien à AXA, ou elle le fait sans doute déjà à plein d'égards, mais d'avoir plus de personnes handicapées à ses côtés pour concevoir des offres, pour concevoir son business. Donc je crois que la multiplicité des regards, la multiplicité des approches, des expériences dans les collaborateurs, ça nourrit de fait l'expérience de l'entreprise et de fait demain la relation client. Vous agissez au niveau des entreprises. Est-ce que la question ne se pose pas aussi du côté des écoles? Vous vous souvenez de la citation du général de Gaulle là, qui disait pourquoi les généraux sont tous des cons? Parce qu'on les recrute chez les colonels. Si vous avez des classes d'âge entières ou des pans entiers de la population qui n'ont pas accès aux écoles et aux diplômes qualifiants pour accéder à l'emploi, ils vont se retrouver mis sur la touche. Vous parlez aux écoles? Alors, mon rôle direct n'est pas forcément de parler aux écoles parce qu'on n'est pas une formation. En revanche, on travaille avec elles. Je crois qu'aujourd'hui, le plus gros défi, là, et si je parle des startups plutôt que des grands groupes, là, ça va être de trouver des talents du numérique. Donc, on est moins dans le fait que ces métiers excluraient ou soient liés à quelques écoles, puisque la grande école du numérique, je crois que c'est plus de 10 000 diplômés en quelques années, donc c'est assez fou. Mais la manne de talents attendus, c'est 80 000 rien qu'en 2018 sur la compétence numérique. Donc on peut parler aujourd'hui de véritable pénurie des talents. Donc le message à faire passer aujourd'hui, il est plus à destination de la population en disant formez-vous, saisissez-vous des quelques 750 écoles qui existent sur le territoire national en lien avec le numérique et saisissez-vous de cette compétence pour transcender votre carrière professionnelle. Il y a tout un tas de gens aujourd'hui, et je le dis facilement, mais dans mes proches, c'est des personnes comme ça, donc je sais de quoi je parle, de gens qui se sentent aujourd'hui en marge de la société, du monde du travail, parce que leur job est en perdition, en perte de vitesse. Voilà. Donc il y a un gros appel, je pense, ça ne s'est pas encore assez, enfin c'est pas encore assez su et dit. C'est que le numérique dès demain, cette compétence numérique, elle est accessible à n'importe quel âge et parfois de manière gratuite, grâce au Pôle emploi, grâce à tout un tas de dispositifs d'aide régionale, et aussi parce que des gens qui vont être sur le banc de touche vont à un moment, et même sans diplôme, hein, c'est ça qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que même sans le bac, on peut rejoindre une formation numérique. Donc j'ai l'impression que le message aujourd'hui, certes auprès des entreprises, mais beaucoup ont conscience que là, elles ont tellement besoin de se transformer. Je ne citerai qu'un chiffre, si je devais en citer qu'un. C'est un chiffre de la CCI de Toulouse qui dit que 85% des patrons aujourd'hui de PME en Occitanie ne se sentent pas bien accompagnés pour leur transformation numérique. C'est un chiffre édifiant, 85%. Alors ça veut dire que derrière, elles n'ont pas toujours le nombre de candidats qu'il faut pour des postes. Mais je vous rejoins, pour les postes les plus qualifiés, c'est une poignée d'écoles, malheureusement, aujourd'hui, qui tiennent le haut du pavé. Pour finir, dans une entreprise, c'est quoi le meilleur moyen pour que les choses avancent? Si je devais le réduire à quelque chose de très simple, je dirais le pas de côté. J'ai le sentiment, alors que je suis mal placé, j'ai 32 ans, donc je suis mal placé peut-être pour en parler, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de patrons que je rencontre qui ont décidé de faire ce pas de côté, parfois de manière forcée ou parfois par curiosité. Mais pour ceux qui réussissent le mieux, je crois que c'est pour des gens qui ont conscience que cette diversité, elle va être un facteur clé de succès de l'entreprise. Et donc ce pas de côté, c'est un espèce d'appel que j'aime passer aux patrons, aux décideurs, aux patronnes, aux dirigeantes. C'est de dire, faites ce pas de côté parce que vous avez tout à gagner à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, tout un tas de gens se sont formés à travers un ordinateur, n'ont peut-être pas les codes habituels, voilà, chaussures, c'est basket, pullover, voilà, il n'aura peut-être pas le look qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Mais derrière, c'est la personne qui a la capacité de transformer votre entreprise et de mener de votre entreprise dans le 21e siècle. Donc je dirais, le pas de côté, c'est de dire moins préjuger de qui on a en face de soi, mais de juger par la compétence. Si on revient à quelque chose d'aussi rationnel que la compétence, et donc se dire, tiens, cette personne-là, c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas le look ou l'attitude que j'aurais imaginé pour quelqu'un de ce niveau de compétence, donc j'ai préjugé quelque part.
Mais derrière, de manière très concrète, elle sait mettre les mains dans le cambouis, dans du code, dans ce que je veux. Voilà. Beaucoup de boîtes l'ont compris, mais elles n'ont pas eu le choix, elles l'ont fait à marche forcée. Maintenant, quelles sont les entreprises qui en font un vrai levier de différence, un vrai levier de différenciation par rapport au recrutement? Elles sont au tout début pour beaucoup à recruter sur la compétence, mais il faut casser complètement cette logique de CV traditionnel. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que c'est une opportunité, franchement. Merci beaucoup Anthony Babkin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, sur un prochain Diversity Days, on veut aller à Montpellier au mois de juin. On revient à Paris maintenant de manière régulière, de manière annuelle, donc ce sera en fin d'année. On a notre forum aussi qui viendra en septembre, donc... Sinon, il y a nos réseaux sociaux. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.